Vous écoutez Pensée en couleurs, le podcast qui propose de remettre de l'esprit critique au quotidien pour sortir du mode noir ou blanc et explorer une palette colorée de nuances, pour reprendre le contrôle de vos pensées et actions et pour recréer des liens et du dialogue. Je suis Maya Eyal et je vous offre ici des outils. À vous de voir ceux qui vous parlent et de vous les approprier. Bienvenue dans Rencontres, des épisodes où j'invite des personnes qui ont travaillé sur des sujets liés à l'esprit critique et qui viennent nous livrer leur regard, leur compréhension et aussi, comme toujours, des outils que vous pourrez utiliser au quotidien. L'idée étant d'inviter des personnes avec des propositions variées pour que vous puissiez trouver dans tout ça ce qui vous convient à vous. Bonne écoute! Bonjour Raphaël Yogier, merci beaucoup d'être là dans ce podcast sur l'esprit critique. Bonjour à vous, c'est un vrai plaisir, mais un vrai plaisir, authentique. Super, merci beaucoup. Alors, pour dire aux personnes qui peut-être ne vous connaissent pas, celles qui nous écoutent... Quelle horreur, des personnes qui ne me connaissent pas. C'est possible, oh là là. Ça peut arriver, j'imagine. Je résume rapidement donc qui vous êtes et n'hésitez pas à compléter, corriger si besoin. Donc, vous êtes sociologue, philosophe. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, vous m'en parliez juste avant. Vous êtes professeur à Sciences Po Aix et vous avez dirigé pendant quelques années l'Observatoire du religieux. Oui, j'ai dirigé l'Observatoire du religieux, mais mon intérêt en philosophie comme en sociologie, c'est de travailler sur les croyances. Ouais. Et les sciences, la différence entre croyances et connaissances, ce que j'appelle les modes d'adhérence, qu'on adhère à quelque chose. Et à partir du moment où une adhérence, comme quand on adhère à un sol, et quand le sol est glissant, quand une croyance est glissante, on glisse, on sait plus trop où on en est, etc. Et comment est-ce qu'une adhérence devient une adhésion ? C'est-à-dire que j'adhère au sens où ça devient réfléchi. L'adhésion, c'est le niveau réfléchi. Je dis, pourquoi ? Tiens, j'adhère à quelque chose. Alors que l'adhérence, je m'en rends pas tout à fait compte. Je crois à des choses dont je me rends pas compte. C'est-à-dire que je sais même pas que j'y crois. Donc, je me suis intéressé à tout cela, à la fois du côté ce qu'on appelle habituellement le religieux, on peut aller des superstitions les plus soft, jusqu'aux croyances qui peuvent entraîner des comportements extrêmes. J'avais travaillé sur les djihadistes, par exemple. D'accord. Et du point de vue de la science, c'est-à-dire des gens qui pensent ne pas croire, sous prétexte qu'ils disent qu'ils connaissent. Mais en même temps, la science est remplie d'ombres, justement de croyances qui n'ont pas l'air d'être des croyances, mais qui sont des croyances. Ouais, qui donnent l'apparence d'être scientifiques. Et donc, comment est-ce que la vérité se définit en science ? Comment est-ce que les scientifiques eux-mêmes fonctionnent ? On croit qu'on peut distinguer la vie publique du scientifique, puis d'un autre côté sa vie privée, mais en fait sa manière même de faire de la science est liée aux conditions intimes de l'existence. Donc moi j'aime bien. Voilà. Aussi. Je pense que tout est perméable, tout est interdépendant et j'essaye de travailler toutes ces choses-là. Ouais. Ça a l'air bien riche. Alors pour donner du contexte, donc je vous ai invité parce que j'ai assisté à une de vos conférences qui s'appelait De mémoire, sortir de la guerre des identités. C'est ça, ce programme. Joli titre. Et il y avait une phrase, alors je vais pas essayer de faire une citation exacte, mais qui a attiré toute mon attention, où vous aviez en gros opposé esprit critique et esprit dogmatique. Donc c'est sur ça que j'aimerais vous proposer d'explorer aujourd'hui, d'essayer de creuser ce sujet-là. Et peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous définir un peu ces termes pour vous ? Quelle différence vous faites entre esprit critique et esprit dogmatique ? Disons que d'habitude, on a tendance dans notre société, à fonctionner de façon exclusive, en excluant des contraires, en les opposant, comme le noir et le blanc, au lieu de tenir compte des contrastes, de la multiplicité, de la complexité. Et une de ces oppositions, c'est de dire alors un tel il est religieux, autrement dit il fantasme. Comme l'aurait dit Freud, c'est une illusion. Le mot illusion, c'est une illusion. Bon, voilà, il prend ses illusions pour la réalité. Et ça serait le croyant, le religieux. On mettrait tout dans le même sac, dans un grand sac, avec tous ces gens qui n'auraient pas accès encore à la rationalité, un peu naïfs aussi peut-être. Très naïfs, qui voudraient prendre leurs illusions, leurs désirs les plus secrets pour la réalité, leur désir d'immortalité, leur peur de mourir, enfin toutes ces choses-là.
Puis de l'autre côté, on aurait des gens suffisamment matures pour être rationnels. Et c'est comme si même l'ensemble des sociétés, des civilisations étaient arrivées à un moment de maturité où enfin on pouvait être rationnel et on pouvait éliminer tout le religieux. Et le religieux, c'est comme les scories de cet ancien monde de superstition. Puis la rationalité, à un moment ou à un autre, va finir par gagner, puisque c'est elle qui a raison, puisque c'est la raison. Donc elle a forcément raison. Puis un bout, ça fait un peu comme un rouleau compresseur qui va finalement tout aplatir et puis va tout nettoyer et il restera plus que la vérité, de la raison, la science, etc. Or moi, je m'oppose à cette opposition, justement. Je m'oppose à cette opposition parce que je pense que parmi les religieux, il y a des gens qui sont en fait justement dans le fantasme. Ils sont dans toute une série de choses qu'ils désireraient, mais qui ne sont pas là, dans la frustration. Il y a une partie de religieux qui fonctionne comme ça. Ouais. C'est vrai. Mais pas tout. Et de la même manière... De l'autre côté aussi. Et c'est ça, c'est que quand je regarde ceux qui prétendent être rationnels, scientifiques, etc., ben, je me rends compte que là aussi, ben, il y a une partie qui fonctionne en essayant de prendre leurs désirs pour la réalité, qui fonctionne avec des illusions qu'ils entretiennent. Par exemple, l'illusion qu'on peut connaître le réel en soi, alors qu'on ne connaît que des fréquences lumineuses qui touchent ma rétine, qui excitent ma rétine. Et je dis, c'est ce mur, mais enfin, ce mur, si je le vois blanc, dans un sens, c'est parce qu'il est tout sauf blanc. Puisque c'est la structure du mur qui absorbe les fréquences lumineuses, sauf celle qui me revient et qui correspond à la fréquence du blanc. Et donc, on pourrait presque dire qu'il est tout sauf blanc, sans s'inverse. C'est pour ça que je le vois blanc. Bon, ce qui est un peu bizarre, ou on pourrait dire une multitude de choses. Par exemple, ce que je le vois toujours en retard, dans le passé. Puisqu'il faut que la lumière qui traverse l'espace touche mon œil pour que je le voie. Donc, il y a un temps. Sauf qu'il y a un temps tellement infime que je fais pas la différence. Mais en fait, si l'espace est très lointain comme les étoiles, les étoiles, elles sont déjà mortes au moment où je les vois. Mais en fait, ça veut dire que tout ce que je vois autour de moi, qui n'est certes pas déjà mort, a priori, en tout cas, je le vois pas dans le présent, mais il y a une sorte d'illusion de la simultanéité. Donc, ça veut dire que même les scientifiques, ils ont besoin de se faire illusion pour se faire croire qu'ils font de la science. Donc, je me dis, on voit que chez les scientifiques, il y a toute une série d'illusions qui sont entretenues. Chez les religieux, il y a toute une série d'illusions qui sont entretenues. Elles peuvent avoir des conséquences multiples et variées des deux côtés. Voilà. Par contre, en sens inverse, chez les religieux qui sont réputés être tout le temps dans le fantasme et dans l'illusion, il y a des gens, et il y a des courants, qui ne sont pas des courants qui sont dans l'illusion, justement, qui essayent de voir les choses telles qu'elles sont, de gérer leur vie en fonction de ça, qui essayent de lutter même contre leurs propres préjugés, qui ne se satisfont jamais de ce qu'ils perçoivent. Ces gens-là, c'est ce qu'on appelle des mystiques. Et c'est pour ça que les mystiques, ils refusent qu'on donne une définition fermée de Dieu. On arrive petit à petit à la définition dogmatique. Une définition fermée, c'est dogmatique, c'est-à-dire incriticable. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être critiqué, c'est dogmatique, une fois pour toutes. Remis en question. Et ça permet de dériver de cette définition de Dieu des considérations morales pour interdire aux gens de se comporter d'une certaine manière, dans les mœurs, dans la sexualité. Parce qu'une fois que c'est stabilisé, on a le sentiment qu'on a la vérité. Exactement. Et même politique, de la dévolution du pouvoir, la légitimité, le roi de France, qui est roi de France par la volonté divine, le droit divin, etc., etc. Et les mystiques, eux, ils font peur à ces religions, à cette religiosité dogmatique. Et pour moi, les mystiques, dans ce sens-là, sont les premiers à faire preuve d'esprit critique. Et donc, la première définition de dogmatique critique, c'est dogmatique, c'est fermé. Je ferme la définition, refuse qu'on donne une autre définition, je refuse la discussion, donc. Et critique, c'est le contraire. J'ai foi dans quelque chose, c'est ça le mystique, qui transcende tous mes préjugés, justement. Et donc la transcendance, c'est pas une image statufiée du paradis ou une image statufiée de ce que serait Dieu. C'est le fait que justement il n'y a pas d'image. Et donc, puisqu'il n'y a pas d'image, ça reste tout le temps ouvert. Et tout ce qui a l'air de passer
pour de la transcendance, pour être supérieur, les hiérarchies, peut toujours être remis en cause, critiqué, au nom du fait qu'il y a quelque chose de plus grand que je ne peux pas saisir. Ça, c'est l'esprit mystique. Ça vient avec l'humilité, en fait, aussi. Ça a une forme d'humilité face à la grandeur du monde. Or, dans la science, maintenant on en revient à la science, vous avez une tendance à prétendre qu'on peut saisir l'entièreté du monde. Ouais, que ça donne les réponses à absolument tout. Ouais. Et si vous avez la prétention de saisir l'entièreté du monde, au nom de la science, vous prétendez que ça devient incritiquable. Vous pouvez même énoncer des vérités morales, et mœurs, politiques. Je prends juste un exemple. Ouais. Un exemple qui est un exemple important dans l'histoire relativement récente, c'est dans la question de l'inégalité homme-femme. Ouais. Je prends cet exemple puisqu'on en a parlé juste avant le podcast. J'aurais pu prendre une multitude d'autres exemples, mais je prends celui-là parce que il est prêt dans votre esprit. Voilà, il est prêt, il est tout chaud. Donc je le prends à dessein. L'inégalité homme-femme, elle a été justifiée pendant des millénaires par des dogmes religieux. Ouais. Des dogmes au sens dogmatique, des définitions fermées de ce qui est supposé être une femme, de ce qui est supposé être un homme, des interprétations très 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 fermées. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé au XIXe siècle? En France en particulier, la République française, mère du progrès, de la Révolution française, la remise en cause de la monarchie de droit divin, etc. Eh bien, la science du XIXe siècle, avec en médecine en particulier avec quelqu'un comme Charcot, a interprété l'inégalité homme, a justifié l'inégalité homme-femme, et cette fois de façon scientifique, avec des dogmes tout aussi incriticables, mais pourtant tout aussi fantasmagoriques. Et c'est comme ça que Charcot a inventé un nouveau concept qui est toujours utilisé aujourd'hui presque en manière d'insulte pour les femmes et même pour les hommes qu'on veut insulter, hein, alors qu'au départ c'était un concept qui se voulait scientifique. C'est le concept d'hystérie. Quand on dit qu'une femme est hystérique, on fait référence à un organe au sens biologique, c'est l'utérus. Et en réalité, au Moyen-Âge, lorsqu'on voulait exclure une femme, on disait que c'était une sorcière. Et la sorcière, c'est la définition, elle est très simple de la sorcière. C'est celle qui échappe au pouvoir des hommes. Et elle échappe au pouvoir des hommes par deux voies. C'est qu'à partir d'un certain âge, si elle n'est ni mariée, ni entrée dans les ordres, donc contrôlée par le prêtre, qui est un homme, eh bien, elle est supposée être une sorcière, c'est-à-dire avoir des pouvoirs qui font mal à la société, où elle se fait mal à elle-même, elle est maléfique. D'accord ? En sens, l'hystérie, c'est quoi ? C'est exactement ça. C'est une femme que l'homme ne peut plus contrôler et qui est pourvue, dans l'imaginaire, d'un pouvoir sexuel illimité et d'un pouvoir de nuisance, donc de chaos dans la société. C'est fascinant, parce que Charcot en arrive à dire, et la médecine du 19e siècle, et on en a gardé dans l'inconscient des traces, arrive à dire que les femmes sont par essence potentiellement hystériques. Autrement dit, elles doivent être contrôlées par les hommes pour ne pas faire du mal à la société, pour ne pas se faire du mal à elles-mêmes. Donc on va justifier le pouvoir des hommes sur les femmes pour dire comme elles sont hystériques, le bien commun, les hommes le font du bien, etc. Eh bien, c'était justifié scientifiquement. On pourrait avoir l'exemple, puisqu'on prend là, je pense, d'autres exemples qui sont plus sur la sexualité, mais qui sont sur d'autres niveaux, sur le niveau du racisme. Bon ben, on a les grandes thèses racistes, qui ont fait l'objet d'un prix Nobel de médecine français, Alexis Carrel, qui est un prix Nobel, dans les années 30, il a obtenu le prix Nobel de médecine pour ses théories eugéniques racistes. C'est lui qui a influencé les théories racistes nazies. C'est lui qui les a influencées. Et ensuite, ça a été récupéré par le gouvernement de Vichy. Mais au départ, de la question de l'antisémitisme et toutes ces questions-là, il faut pas oublier que c'était justifié par une dogmatique, soi-disant, scientifique, donc incritiquable. Donc, c'est pour ça qu'in fine, tout au long de l'histoire, qu'on soit plus ou moins religieux, plus ou moins croyant, ou plus ou moins scientifique en théorie, ce qui compte avant tout, c'est de garder l'esprit critique contre l'esprit dogmatique. Voilà.
ce que je peux dire. Et alors, si je rebondis là sur ce que vous dites, en fait, vous donnez aussi une explication à pourquoi on a peut-être moins confiance dans la science, parce qu'il y a eu aussi des dérives. Et alors, qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Comment on peut continuer à utiliser la science comme une boussole finalement, parce qu'on en a aussi besoin pour justement établir des connaissances. Comment on fait la part des choses pour savoir, sur quelle science on peut compter, sur quoi on peut avoir confiance et sur quoi non? Où est-ce qu'on trouve l'équilibre? Je pense que si aujourd'hui la science, et c'est vrai que le mode de pensée scientifique est en crise, c'est parce qu'il a, si je puis dire, outrepassé ses droits. Ouais. C'est-à-dire que la science a outrepassé sa fonction. Et comme elle a outrepassé sa fonction et qu'elle est allée au-delà de ce qu'elle est susceptible de fournir, eh bien, elle ne l'a pas fourni et donc on est frustré. Parce que c'est pas son objet de le fournir. La science n'est pas là pour nous rendre heureux. Ouais. La science n'est pas là pour nous dire quoi faire. Nous dire quoi faire. La science n'est même pas là pour nous dire ce qu'est le réel. C'est aussi intéressant de comprendre ça, c'est que la science n'est pas là pour nous dire ce qu'est le réel. Elle est là pour, c'est ça l'idée du progrès scientifique, pour surmonter chaque fois, effectivement, le mieux possible, c'est la notion de progrès, surmonter, aller chaque fois de là de l'avant, ce que l'on croyait être vrai. Et donc, dans ce processus-là, elle doit sans cesse anticiper en sachant que ce qu'elle découvre n'est pas ce qui est le fond des choses. C'est-à-dire qu'elle découvre au sens où, comme si sur le réel, il y avait une couverture. Ouais. Donc on découvre. Mais il y a toujours une autre couverture. Il y a toujours une autre couverture. À ce moment-là. Et donc, le problème, c'est que elle a prétendu, c'est ce qu'on appelle le positivisme, que c'était tout le temps la dernière couverture. Et donc, ça y est, le monde était entièrement rationnel. On avait la vérité. Donc, que le monde était un ensemble de causes et d'effets absolument certains et qu'on allait trouver les causes et les effets ultimes. Sauf que la mécanique quantique, par exemple, ou plutôt physique quantique, parce que dire mécanique avec physique quantique, suite à certaines discussions avec des collègues et des physiciens quantiques, ils me disent il faut arrêter de dire mécanique quantique, parce que mécanique, ça voudrait dire qu'il y a des causes et des effets mécaniques. Alors que ce que montre la physique quantique, c'est justement le principe d'incertitude et qu'il y a une dimension qui n'est pas saisissable par notre vision habituelle des causes et des effets. Ouais. Ce n'est pas saisissable, c'est difficilement compréhensible, mais c'est pas saisissable. C'est-à-dire que en tant que tel, ce n'est pas fermé. Ce qui est intéressant, on pourrait dire, c'est que la physique quantique, qui semble s'approcher de la nature du réel, puisque la nature du réel, c'est ce qui est le plus petit commun dénominateur, comme on dit en mathématiques. Alors, c'est de la microphysique, donc c'est le plus petit commun dénominateur. Qu'on sache pour l'instant. C'est ça, tend à nous dire que le réel n'est pas fermé, puisqu'en fait, l'incertitude, c'est l'ouverture. Donc, pourquoi aurions-nous, nous, au nom de la science, une vision fermée du réel, dogmatique, alors que le réel lui-même est un principe apparemment d'ouverture, autant qu'on sache aujourd'hui. Ouais. Un principe d'ouverture. Donc, ça veut dire que nous serions, si je puis dire, justement plus royalistes que le roi. C'est-à-dire que c'est nous qui voudrions fermer le réel lorsqu'on devient dogmatique. On fait du zèle. On fait du zèle. Donc, on voudrait fermer. Mais non. Pourquoi fermer? On cherche à contrôler quelque chose. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, c'est lié beaucoup plus à la psychologie humaine qu'à la réalité. Parce que l'humain, lorsqu'on cherche à savoir ce qu'est l'humain, ce qui fait sa force, c'est sa fragilité. C'est vraiment sa fragilité, au sens fort du terme. Parce que c'est ce qu'on appelle en paléoanthropologie la néoténie, la naissance précoce. C'est-à-dire que l'humain, c'est le seul mammifère qui est né tellement précocement, qui n'est pas entièrement construit, donc il est totalement dépendant de l'environnement. Comme il est totalement dépendant de l'environnement, il y a deux processus qui se mettent en jeu. Il y a un processus social et politique, on pourrait dire, c'est-à-dire que c'est par la solidarité la plus étendue, au-delà de la simple solidarité générationnelle, la solidarité des parents pour les enfants qu'on trouve chez les autres mammifères, mais il va y avoir la solidarité entre oncles, par alliance, sans alliance, etc., de plus en plus large, tribal, et puis au-delà de tribal, société, l'État, etc. C'est par la solidarité qui compense cette fragilité basique que l'humain devient fort. C'est-à-dire, il devient fort par fragilité. C'est ce qu'oublient les néolibéraux.
et ceux qui prétendent être néo-darwiniens. C'est-à-dire que ce qui fait le succès évolutif de l'humain, ce n'est pas d'être dans une sorte de compétition sauvage et individuelle. C'est exactement le contraire. Ouais. C'est ce qui a fait le succès même physique de l'humain. C'est qu'il faut comprendre ça. Déjà, Darwin l'avait compris. Il a écrit un livre spécialement là-dessus qu'on oublie, qui est un peu moins connu que son best-seller. C'est un livre qui s'appelle Sur la descendance de l'homme. Sur l'homme en particulier, où il explique ça. Il dit, ça s'applique pas la sélection naturelle de la même manière chez l'homme. La sélection naturelle, c'est pas plus de solidarité chez l'homme. Ouais. Ça, c'est le premier point. C'est les conséquences de ce processus au point de vue social et politique. Et puis, il y a une deuxième conséquence. C'est ce sentiment d'être incomplet va nous donner le sentiment que le monde est incomplet. Ce sentiment d'incomplétude, il va engendrer une forme de complexe. C'est pour ça que dans certaines de mes conférences, je dis, quand on dit que l'homme est l'animal le plus complexe, en fait, il est devenu le plus complexe, mais à la base, c'est pas l'animal le plus complexe. Il n'a même pas le cerveau le plus complexe à l'origine. En fait, c'est l'animal le plus complexé. Okay. C'est ça, l'humain. Et comme il est complexé, il a besoin d'en rajouter. C'est pour ça qu'il en rajoute avec les outils, avec la science. Et il a besoin d'en rajouter intellectuellement. Autrement dit, comme il se sent incomplet, il a ce sentiment qu'on appellerait sentiment métaphysique d'incomplétude. Il comprend pas pourquoi il meurt, parce qu'il réfléchit sa mort, parce que sa mort, c'est son incomplétude aussi. C'est l'incomplétude de son passé, d'où je viens. Et donc, toutes ces questions qui vont finir par se poser, à la fois, elles vont lui donner un avantage parce qu'il va devenir très, très créatif, beaucoup plus créatif que les autres espèces. Et donc, ça va améliorer à un certain niveau son efficacité de façon inédite dans l'histoire du vivant. Mais en même temps, ça va le fragiliter quand même à un autre niveau parce que ce sentiment d'incomplétude, qui est le propre aussi de l'ego, le fait d'être complexé, ça va faire qu'il va devenir suicidaire, destructeur pour lui-même, jusqu'à aujourd'hui avec l'écologie, avec l'arme nucléaire, avec toute une série de choses. C'est-à-dire que c'est les deux, c'est-à-dire ce qui va permettre son efficacité, c'est en même temps ce complexe qui peut l'autodétruire. Et la dogmatique, c'est l'aspect négatif, je pense. L'aspect négatif, c'est la dogmatique, c'est lié au complexe. C'est lié à l'idée que il est angoissé par le monde dans son mouvement, donc il faut qu'il arrête le monde sur les dogmes, quitte à détruire ce qu'il y a autour pour ne pas le voir, parce qu'il a peur. Alors que l'esprit critique, c'est tout l'aspect positif de l'ouverture vers l'autre, de l'ouverture vers l'efficacité, de l'ouverture de l'esprit, mais qui est à la fois vivifiante, mais comme tout vent vivifiant, beaucoup plus difficile à tenir. Ça demande un effort. Exactement. Donc, ça veut dire que l'esprit critique, c'est un effort permanent, très difficile à mener contre soi-même, tandis que l'esprit dogmatique, c'est une sorte de paresse de l'esprit. C'est ça. Alors, comment arriver à rester critique? En n'étant pas paresseux. Et comment, alors du coup, ça c'est votre explication aussi de pourquoi quelqu'un va dans le dogme. Finalement, c'est parce qu'il a peur. Il a peur, bien sûr. Il y a une paresse de l'esprit. La peur, c'est... Alors, il y a une... Alors, comment? Moi, je distingue dans mon travail l'anxiété et l'angoisse. L'angoisse et l'anxiété, pour moi, ce n'est pas pareil. D'habitude, même en anglais, on dit anguish and anxiety. On l'emploie d'une façon indistincte. Pareil en français, on dit angoisse, anxiété, etc. Ça semble être la même chose. En fait, c'est pas la même chose. L'angoisse, comme dit Lacan, je suis pas le seul à dire, comme dit Lacan, c'est la seule émotion, ou plus qu'une émotion, seul sentiment qui ne ment pas. Parce que l'angoisse, ce que les existentialistes appelleront plus tard l'angoisse existentielle d'ailleurs, elle est structurelle, elle est liée à cette condition de l'homme que j'évoquais, ce sentiment de fragilité qui est réel et qui nous fait voir que le monde est incomplet, que nous sommes incomplets, mais aussi par une sorte d'effet de reflet que le monde lui-même est incomplet. Et donc c'est normal qu'on soit angoissé, parce que ce sentiment d'incomplétude, ça crée une structure angoissée. Sauf que cette angoisse, si elle se manifeste comme étant une sorte de frisson à l'intérieur, mais que ce frisson est géré,
C'est comme l'angoisse qu'on a, je sais pas moi. Alors, tiens, on reprend une métaphore sexuée dans le rapport à la sexualité. C'est comme le flirt. Dans le flirt, c'est l'inconnu quand on flirte avec quelqu'un. Quand on le respecte, je veux dire, mais qu'on flirte avec quelqu'un. Donc on sent quelque chose et on sent comme une angoisse, une transpiration. On n'ose pas le toucher, on n'ose pas lui parler, les papillons dans le ventre. Mais cette angoisse peut engendrer une dynamique créative, justement. Eh bien, c'est pour ça que je dis que dans la création humaine, il y a une dimension érotique qui va avec l'angoisse. C'est une sorte de flirt avec la réalité. C'est un flirt avec le vide. Et donc ça donne une sorte de vertige par rapport au monde, par rapport à soi-même. Et là, ça peut vous donner, si vous le gérez, une sorte de puissance incroyable, de créativité incroyable, dans le rapport à l'amour qui peut se présenter, dans le flirt, ou dans le rapport à la créativité que je peux mettre en place pour créer un nouveau procédé technique. Il y a quelque chose d'érotique pour faire quelque chose de ma vie. D'accord ? Sauf que cette angoisse, si je ne la supporte pas, c'est-à-dire si je n'arrive pas à lui faire face, d'accord, je vais essayer de la réprimer. Je vais essayer de la réprimer, de la faire contenir, taire. De la faire taire en moi. C'est ce que nous montre la psychanalyse. Je vais essayer de la faire taire en moi parce que c'est trop difficile. Et là, au lieu d'être une sorte de frisson qui peut me porter à aller au-delà de moi, c'est-à-dire c'est le frisson de la transcendance, ce que j'appelle la transcendance à l'état brut dans mon dernier livre, vraiment, au lieu de faire ça, je vais la refuser, repressed, la réprimer, et en la réprimant, comme je peux pas vraiment la réprimer, je la fais passer dans l'inconscient, si j'utilise la métaphore psychanalytique, et en la faisant passer vers l'inconscient, cette angoisse que je ne vais plus voir, parce que je fais plus face au vide, au réel tel qu'il est, donc je me mens, elle va se transformer en anxiété. C'est-à-dire, elle va se transformer en paralysie. En symptôme. Et donc, au lieu de me donner de la créativité, ça va me paralyser. C'est-à-dire que, au lieu d'être une simple timidité, si je reprends le rapport érotique, une simple timidité qui me permettrait de me surmonter pour essayer de créer la possibilité de l'amour dans le flirt, eh bien, ça va me paralyser de façon quasi pathologique avec une timidité qu'on appelle timidité maladive où je ne vais plus arriver à rencontrer l'autre pour créer une vie nouvelle. Je ne vais pas arriver à produire quelque chose. Je vais être dans une situation de dépression. La dépression, c'est très exactement ça. C'est-à-dire, le théâtre de ma vie s'effondre et je tombe. Je tombe sur moi-même. Je peux plus me lever de mon lit. Il faut que je me force à faire les choses. Et donc, je peux devenir violent pour essayer de contrecarrer ça. Je peux me divertir pour oublier. La stratégie de l'autruche, avec des divertissements, regarder des films toute la journée. Ne pas y penser. Exactement. Et une manière de me rassurer, c'est des dogmes. C'est de me faire croire que ça c'est sûr, que ça c'est certain. Celui qui est religieux, dans ce sens-là, eh ben, il va devenir ultra dogmatique. Parce que ça va le rassurer. Il va oublier de faire face. Contrairement au mystique, qui accepte son angoisse existentielle et qui se dépasse. Et il y a une sorte de prosélytisme souvent, non? Exactement. Et c'est pour ça. Et que c'est difficilement compréhensible. Dans la conférence, je disais que plus on est vraiment radical, moins on est extrême. Parce que quelqu'un qui est radical, c'est quelqu'un qui accepte son angoisse fondamentale, sa situation radicale. Ça veut dire à la racine de ce qu'est l'humain. Celui qui le refuse, il va gérer, et parfois il va gérer de façon extrême, c'est-à-dire en suivant des dogmes, des mœurs, des manières de s'habiller. Pour les musulmans, ça va être le voile. Chez les juifs orthodoxes, ça va être d'autres choses. Chez les bouddhistes, ça va être d'autres choses. Donc ils vont se rassurer à la périphérie. Extrême, ça veut dire à l'extrémité, pas au centre. Alors que le radical, il est au centre de lui-même. Il accepte la puissance de l'incomplétude même du réel. Donc, dans radicalité, vous parlez de l'alignement avec cette question-là. Exactement. Accepter l'inconnu, etc. Mais pas dans l'idée. Et il ne peut qu'être humble. Oui. Justement, parce qu'il est humble face à la grandeur insaisissable du réel. Alors que l'extrémiste, il prétend qu'il a saisi le réel. Et comme il a saisi le réel, il est prosélyte, comme vous disiez. C'est-à-dire qu'il va essayer de convertir les autres, parce que ça le rassure de convertir les autres aussi. Ça le rassure sur lui-même, ça le rend plus sûr de lui-même, si d'autres sont... Et il va essayer de fermer le monde, de ne pas rencontrer l'autre, de penser qu'il est supérieur aux autres, de penser toute une série de choses. Ça peut être valable dans le monde religieux, mais comme dans le monde scientifique.
de fonctionner de cette manière. Des militants, je pense à Bien quelque sûr. chose comme la pureté militante. Voilà, pour se rassurer en disant le monde est entièrement rationnel, j'accepte rien d'autre. Ouais. Comme ça, c'est rassurant. Moi, je fais mieux que les autres. Il y a aussi et puis ça me rassure, je suis dans mon truc, j'ai pas à me remettre en cause, j'ai rien d'autre à faire que ça, c'est tout. Je n'ai plus. Et donc vous voyez, ça permet de se reposer dans ce dogme. Donc c'est ça la paresse. Est-ce que du coup ça entraîne forcément cette dépression que vous dites, le fait d'être dogmatique, ou est-ce que ça peut être justement quelque chose de, comme vous dites, rassurant aussi, quelque chose Alors, le problème du dogme, et quand on est dans une société qui est totalement dogmatisée, et je pense que le marketing aujourd'hui, c'est du dogme, ça vous donne le sentiment que tout est rassurant, tout est parfait si vous vous comportez d'une certaine manière, le politiquement correct, c'est du dogme, quelle que soit la nature du politiquement correct, parce que souvent, ce sont ceux qui dénoncent le politiquement correct qui sont le plus politiquement correct. Donc, on est dans un monde où on ne sait plus qui est quoi. C'est finalement... sur le moment, ça marche, mais c'est comme le divertissement. Ouais. Ça marche. Pourquoi? Parce que ça nous étourdit. C'est une stratégie d'étourdissement. Ouais. On cherche à casser nos capacités critiques et donc oublier cette angoisse. Le problème, c'est que, comme je vous le disais justement, cette angoisse, elle ne peut pas disparaître. Ouais. Eh bien oui, elle a été refoulée, pour employer le terme technique, psychanalytique, mais ce que souligne la psychanalyse, c'est qu'il y a toujours le retour du refoulé. Et donc, au bout d'un moment, elle peut pas, c'est comme un ballon qu'on met dans l'eau, il repasse à la surface dès qu'on le lâche. Et donc, on pousse. Et au bout d'un moment, il y a une fatigue du divertissement lui-même. Et cette fatigue fait que elle se traduit par une montée de cette anxiété, qui n'est plus de l'angoisse parce qu'on l'a réprimée, mais qui est une anxiété qui devient incompréhensible. On somatise. Ouais. Notre société est une société, même pas au niveau individuel, mais au niveau collectif, qui somatise. Les gens ont ce qu'on appelle la douleur au travail aujourd'hui, le burn-out, etc. C'est une sorte de somatisation générale. Plus que, quand on dit que le burn-out, c'est qu'on travaille trop, c'est quand même un peu une insulte pour le 19e siècle de ces pauvres gens qui travaillaient 20 heures dans les mines et des 70 heures. Non, on travaille pas trop. On travaille, on n'a plus de sens. Et donc, le burn-out, c'est l'épuisement de notre rapport au divertissement, de notre refus de voir. Donc, c'est l'idée qu'il n'y a pas de sens. Et comme ça n'a pas de sens, mais qu'on le réprime, ça finit par devenir cette espèce d'anxiété ingérable jusqu'à tomber dans les pommes, jusqu'à devenir suicidaire, individuellement, même collectivement parfois. C'est ça le problème. C'est pour ça que si on se reconnecte avec ce que j'appelle, moi, l'énergie de la modernité, comme une sorte d'expérience mystique, la liberté, etc., sans remettre en cause les religions, parce que les religions en tant que telles, elles peuvent fournir une manière d'être libre, justement par des actes de foi qui peuvent être beaux et grands, tant qu'elles ne dogmatisent pas. Eh bien, à mon avis, c'est le remède dans notre société. C'est pas plus de rationalisme, comme c'est pas plus de traditionnalisme. C'est ni l'un ni l'autre. Est-ce que du coup, c'est le phénomène de groupe du religieux, la communauté religieuse qui entraîne le dogme? Parce que vous parliez des mystiques, par exemple. En général, c'est des personnes plus solitaires, peut-être, ou... Enfin, Pas forcément. Pas forcément, parce que le groupe, c'est la notion de société fraternelle. Et la fraternité, dans l'amour, ça permet au contraire, être plus solide dans l'ouverture à l'autre. Ou alors, ça peut être l'inverse, un groupe qui se referme sur lui-même. Mais moi, je trouve que le groupe, en prenant le premier groupe, le groupe originel qui est la famille, puis ensuite le groupe plus étendu, puis encore plus étendu, enfin, tous les groupes peuvent être au contraire des marchepieds spirituels vers l'ouverture. Mais ça peut être aussi des refuges vers la fermeture. C'est les deux. C'est pour ça que ce qui est le cœur de ça, c'est comment cultiver un esprit critique et pas se laisser aller dans la paresse dogmatique. Oui, donc j'allais vous poser justement la question de la liberté. En fait, vous faites quel lien avec la liberté? Est-ce que c'est... la liberté, c'est fondamental. Je vais vous dire. C'est ce que je dis encore dans Chaos, mon dernier bouquin. Le sous-titre est plus proche de ce que j'essaye de dire. C'est la promesse trahie de la modernité. Parce que la promesse trahie de la modernité, c'est quoi? C'est la promesse de la liberté. Sauf qu'on n'a pas été à la hauteur de la promesse, justement. C'est ça le problème. Parce que avant la modernité, on ne parle pas de liberté comme une valeur collective. C'est une valeur qui peut être une valeur individuelle, justement chez les mystiques, mais c'est pas une valeur collective. Ce qui est inédit
dans la modernité, c'est d'avoir fait de la liberté une valeur collective. Liberté, égalité, fraternité. Exactement. Mais si on approfondit ce que signifie vraiment la liberté, et peu font cet approfondissement, même si on en parle beaucoup de liberté, la liberté, ça veut dire ce qui n'est pas mécanisé, ce qui n'est pas déterminé. C'est déterminé, c'est pas libre. Ouais. C'est causé, Donc la liberté, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui est tout le temps ouvert, même dans l'apparence de ce qui a l'air le plus déterminé. Ouais, vivant. Exactement, c'est toujours ouvert. Donc, c'est ce qui transcende toute représentation, c'est-à-dire tout dogme, tout ce qui a l'air d'être fini, tout ce qui a l'air de s'imposer à moi, que ce soit politique, que ce soit philosophique, théologique, tout, en fait, c'est ça. Or, la liberté, c'est donc la transcendance, sans même des représentations de la transcendance. C'est pour ça que j'appelle ça la transcendance brute. Comme quand on parle du pétrole brut, qui n'est pas encore raffiné dans les usines de raffinage de la transcendance, qu'on appelle justement les religions, qui en fait ont tendance à donner des représentations plus stables, plus rassurantes, qui peuvent être des marchepieds. Beaucoup de règles aussi. Bien sûr, qui peuvent être des marchepieds positifs. C'est pas le sujet. Mais là, pour la première fois, il y avait cette espèce de pari absolument incommensurable, inédit dans l'histoire humaine, pari collectif de la liberté, de cette transcendance brute, sans passer par les religions. Ouais. Mais ça voulait pas dire qu'ensuite on ne pouvait pas faire partie de religieux, puisque modernité, ça veut dire multiplicité des modes d'existence, laisser ouvert, mode d'existence, modalité d'être, multiplicité, mais au nom d'une foi en une transcendance qui n'appartient ni à une tradition ni à une autre, mais qui peut quelque part passer par toutes les traditions. C'était ça la beauté de la modernité. Sauf que ça s'est traduit au XIXe siècle par l'idée qu'il fallait éliminer les traditions. Ouais. Alors que les traditions, l'anticléricalisme, tout ça, alors que c'était pas ça l'idée, la beauté de la modernité. C'était se refermer au contraire sur le dogme rationaliste, à faire non seulement de la rationalité une religion, mais une religion entièrement dogmatique. Et donc ça, il faut sortir de ça pour se reconnecter avec l'esprit et la puissance critique collective de la modernité. C'est d'ailleurs pour ça que les 3 grands ouvrages fondateurs de ce qu'est vraiment la modernité au sens authentique, ils ont des titres. Chacun des titres, dans les 3 titres, il y a le mot critique. Critique de la raison pure, contre les dogmes de la raison pure. Critique de la raison pratique, contre les dogmes de la morale, c'est-à-dire les justifications à nos pratiques, à nos mœurs. Critique de la faculté de juger, contre les dogmes considérant que le beau c'est ça, plutôt qu'autre chose, etc. On est les héritiers de cette vision critique collective qui jadis n'était le propre que des mystiques. Donc la démocratie moderne, c'est une expérience mystique. Sauf qu'il faut être à la hauteur de l'expérience mystique. Oui. Je me posais la question, du coup, si on est une personne qui est justement dans un groupe qui, lui, est dogmatique, comment on trouve le bénéfice à ne pas rentrer dans le dogme, donc à faire preuve d'esprit critique, alors que ça a un coût? Forcément, on doit se mettre à de son groupe aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire si on est dans un groupe qui est déjà d'emblée dogmatique? Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que rien n'est tranché. Justement, ça tombe bien que ce soit que vous parliez de couleur. Ouais. Rien n'est tranché, c'est pas noir et blanc. Oui, bien sûr. Tout groupe a une tendance dogmatique, tout groupe a une tendance critique. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est participer à l'intensification de la tendance critique et à ne pas se laisser prendre dans l'inertie. C'est une sorte d'inertie dans la paresse à l'intérieur du groupe de la tendance dogmatique. La tendance dogmatique dans un groupe, c'est quand il commence à y avoir des combats des chefs, pour des raisons institutionnelles, et on perd totalement ce qui a provoqué au début l'enthousiasme de ce groupe. En général, les groupes, ils naissent tout le temps dans une sorte d'enthousiasme assez authentique, assez vrai. Mais immédiatement, ils se dogmatisent, idéologiquement et puis institutionnellement, à la fois avec des querelles de chefs d'un côté, qui ont besoin, pour pouvoir justifier leur pouvoir, de s'appuyer sur des légitimités qui semblent être incriticables. Et donc, ils ont besoin de dogmes. Et donc, ça devient, ça finit par se fermer. Mais il faut pas confondre quand tout le monde dit toutes les guerres sont advenues par les religions. C'est absolument faux. Les guerres ont été évitées aussi. On le dit pas, c'est souvent par les religions. Ouais. C'est aussi l'inverse. Oui, c'est un biais. On va chercher les exemples. Exactement. Par contre, toutes les guerres ont eu lieu par l'esprit dogmatique, y compris l'esprit dogmatique de ceux
qui prétendent être anti-religieux et qui pensent que les guerres viennent des religions et qui, eux, sont source de guerre aussi, au nom de leur dogmatisme rationnel. Par exemple, il y a des guerres avec l'Union soviétique de l'époque, Pol Pot en Asie, etc. C'est au nom de dogmes qui se veulent non religieux, qui se veulent rationnels, qui sont purement dogmatiques. Les nazis, en grande partie, ils se voulaient rationnels. Ouais. Ils se voulaient purement rationnels, avec leurs médecins monstrueux, avec toute cette idée purement rationnelle. Et à la fin, cette idée purement rationnelle, c'était juste leur préjugé, l'idée de race supérieure qui a entraîné la forme d'autodestruction presque du peuple allemand par lui-même, puisque les Juifs à l'époque étaient tellement intégrés au peuple allemand qu'ils faisaient partie, c'était du domaine de l'autodestruction. Et donc vraiment, c'est l'esprit dogmatique qui entraîne le mouvement même de ces fameuses guerres. C'est pas les guerres. Quand on parle des guerres de religion, on devrait dire des guerres de dogme. Des guerres d'individus qui ont besoin de se légitimer, de se justifier. Pour se justifier, se légitimer, ils ont besoin d'imposer la confiance dans des dogmes absolus. Oui, ça, c'est la religion, mais ça pourrait être autre chose. Qui serait la couleur de peau, le baptême, pas le baptême. Quand on regarde l'histoire du christianisme, enfin les guerres de religion vis-à-vis des protestants contre des catholiques, je me dis, mais c'est hallucinant. Il y a toujours une bonne excuse. C'est hallucinant, des gens qui prétendent avoir la même foi et au nom de cette foi qui est évangélique, qui est la bonne nouvelle de la paix des cœurs, ils détruisent les autres. C'est banal de dire ça, mais c'est tellement vrai. Oui, ils se sont tellement éloignés en plus du message originel. Exactement. De Jésus. Et alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour ne pas sombrer là-dedans? Est-ce que vous avez... Je vous dis, se reconnecter à la promesse initiale de la modernité, mais alors, pour moi, alors maintenant, des exercices, quoi faire? Concrètement, dans ma vie quotidienne, je veux faire attention à ne pas devenir dogmatique. Quels seraient vos conseils pour... à quoi est-ce que je dois faire attention? Qu'est-ce que je peux mettre en pratique, moi, pour m'assurer de ne pas sombrer là-dedans? Commencer par se dire, savoir et vérifier que notre premier ennemi, c'est notre esprit. C'est notre propre esprit. Ça, c'est la base. Mais comment on fait pour le rendre effectif? Moi, j'ai une technique, c'est la méditation que je pratique depuis plus de 40 ans, puisque j'ai 57 ans, que j'ai commencé, j'avais 14-15 ans. Il y a une multitude de formes de méditation, mais la méditation que je pratique, on pourrait dire, c'est un travail pour ne pas être dogmatique. C'est même plus que l'observation de la pensée. Il y a une pratique en particulier qui est à l'intérieur d'un mouvement qu'on appelle le Dzogchen. Le Dzogchen. Alors le Dzogchen, c'est une méditation tibétaine qui veut dire véhicule insurpassable ou le véhicule parfait. Mais à l'intérieur, il y a une pratique qu'on appelle Trekshö, que je fais tout le temps. Et qu'on peut faire soit lorsqu'on est dans cette position un peu emblématique, on est assis en tailleur ou en lotus, pour ceux qui sont plus souples, ou on peut le faire aussi avec quelqu'un. C'est-à-dire que je peux le faire avec vous là. Allez. Et d'ailleurs, je suis en train de le faire depuis tout à l'heure. Je vais vous expliquer comment je le fais. Quand on le fait avec quelqu'un, comment ça marche? C'est simple. Trekshö, ça veut dire, en tibétain, briser la rigidité. Pour dire que la rigidité, c'est le dogme. C'est quand regardez, là, vous avez la gentillesse de me sourire lorsque je dis quelque chose et d'acquiescer avec votre cou. Vous me dites oui. Mais imaginez qu'à un moment, on est en train de converser et vous faites ça, mais même plus que ça, plus qu'en mettant la tête de l'autre côté. Vous regardez, avec un air, mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, exactement. Qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, il y a une rigidité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se rigidifie en moi. Vous vous sentez attaqué. Je me sens attaqué, quelque chose qui résiste, qui se rigidifie. Tout de suite, ça m'atteint. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être un simple regard. Ça pourrait être quelque chose qui n'est absolument pas vérifié. Je pourrais imaginer, un mot qui fait référence à mon inconscient. Ça pourrait être une multitude de choses. Et même les gens les plus scientifiques, tout ce que vous voulez, même les correcteurs de copie, s'ils corrigent une copie qui fait référence à quelque chose qui les touche, qui se rigidifie, immédiatement, ils sont plus objectifs. Immédiatement, il y a quelque chose qui va c'est un élément déclencheur, c'est leur ego qui se concentre, qui se rétracte sur lui-même.
Et quand il se rétracte sur lui-même, justement, il réprime ce qu'ils éprouvent, ils se contractent de plus en plus, et sans s'en rendre compte, ils deviennent dogmatiques, ils deviennent intolérants, etc. C'est le processus interne. C'est ce que les bouddhistes appellent les 3 poisons, qui commencent par le premier poison, qui est le poison de la frustration. Un sentiment de frustration qui, au départ, est infime. Premier poison. Le deuxième poison, lorsque c'est infime, ça entraîne une forme de colère. Je me révolte. Et cette colère, elle m'aveugle. Parce que quand on est aveuglé, et comme elle m'aveugle, je suis encore plus frustré. C'est les 3 poisons des bouddhistes. Et donc, ça, le Trekche empêche ça de se constituer. C'est-à-dire que vous êtes en face de moi, et vous allez avoir cette attitude, ou une attitude qui est soit réelle, soit pas du tout réelle, mais pas du tout... et je vais éprouver cette espèce de dureté, de fixation. Eh bien, je vais être conscient de cette fixation et je vais la laisser s'ouvrir. Comme, je voyais ma main, là, je mets ma main devant vous et je dis, hop, je la laisse s'ouvrir. Je la laisse s'ouvrir. Lâcher prise, en fait. Lâcher prise, mais le lâcher prise est devenu un terme tellement banal, mais c'est juste faire un travail d'ouverture. Et au moment où vous faites ça, vous sentez une sorte d'ouverture au niveau du cœur, même, on pourrait dire. Parce que quand vous êtes mal, ça se concentre au niveau du cœur. Vous avez envie de vomir, d'ailleurs, parfois. C'est ça. Et là, d'un seul coup, voilà. Et d'un seul coup, hop, ça s'ouvre. Et le fait que ça ait failli se fermer et que vous n'acceptez pas que ça se ferme, que vous le laissiez s'ouvrir, eh ben ça va vous rendre encore plus heureux que s'il n'y avait pas eu ça. Parce que vous vous rendez compte immédiatement après, plus vous savez faire cet exercice, plus vous arrivez à avoir une perspective presque immédiate sur ce qui vient de se passer. Autrement dit, vous vous rendez compte, la seconde d'après, c'était stupide de se durcir. Et toute la question est là, c'est la question du timing. Vous savez, c'est comme quand vous êtes dans une querelle de couple. La querelle de couple, c'est l'espace-temps privilégié de la violence. Et justement de ces espèces de durcissements, parce que est impliqué le fait qu'on est ensemble depuis longtemps, qu'on connaît ses défauts, ses qualités, plein de frustrations qui s'accumulent, etc. Et donc, dans la querelle de couple, les gens les plus spirituels peuvent se mettre en colère très facilement. On s'est fait tous l'expérience. Moi, j'en fais l'expérience régulièrement. Je suis loin d'être Lao Tse. Mais la seule chose qui fait la différence avec ma pratique, c'est que je me vois tout de suite me mettre en colère, et au moment même, au moment même de l'origination, comme on dit, la mise en branle de ma colère, je la laisse être sans la réprimer. Mais en la laissant être, elle se dissout comme un nuage qui s'éparpille avec le vent. Et là, immédiatement, je suis presque dans une situation presque de pas de mépriser même ma colère, mais de la voir avec une forme d'affection, en me trouvant naïf et en trouvant inutile et stupide. Ça arrive, mais chez tout le monde, quand on est un petit peu intelligent, quand on a un petit peu un regard sur soi. Sauf que ça arrive 5 minutes trop tard parce qu'on a été violent, puis ça arrive 10 minutes, et puis ça arrive le lendemain, et d'ailleurs on s'excuse, etc. Le Dzogchen, avec cette pratique de Trekche, ça permet d'y arriver dans l'instant, en acceptant d'abandonner ce qu'on croit être sa dignité. Parce qu'en fait, on croit qu'on défend sa dignité, qu'on défend son ego, qu'on défend ceci, mais pourquoi elle est en train de me faire ça? Et après tout, c'est moi qui ai raison et je dois pas céder. Et en fait, si je cède, mais je cède même sans me moquer d'elle lorsque je cède. Je cède en disant, il doit y avoir des raisons, et je reste ouvert à l'imprévu. Et cette ouverture, elle me met en phase avec quelque chose. Je sais pas exactement ce que c'est, je saurais pas dire ce que c'est. Pour moi, c'est ça, la transcendance brute. Et hop, immédiatement, ça me reconnecte, et je me sens bien, et je peux continuer à être justement totalement ouvert. Ça, on peut le faire ensemble. Avec plaisir. Voilà. Mais on doit le faire tout le temps, même dans une conférence, avec son fils, avec tout le monde. Mais c'est ce que je fais quand je suis en méditation, en fait, maintenant, à mon stade. À mon niveau, je fais un peu de concentration, un tout petit peu pour stabiliser l'esprit, parce que je pensais à 10 000 choses. Mais après, le cœur, ce qu'on appelle la pratique principale, c'est je ne fais que ça. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des choses qui montent, et plus je suis concentré, plus il y a des choses qui montent qui me font encore plus mal. Et donc, ils ont tendance à me rigidifier encore plus. C'est plus que l'insulte de celui qui vous insulterait à l'extérieur, mais c'est une insulte qui vient de l'intérieur. Je m'insulte moi-même. Et là, je m'ouvre. Je l'accepte quand même. Toutes mes insécurités, toutes mes peurs, toutes mes angoisses. En fait. Je les regarde en face, mais sans rigidifier même mon regard. Je les regarde en face, même avec amitié. Sans y réagir. Avec amitié même. En acceptant qu'elles soient là, qu'elles existent. Parce que si j'essaye de les éliminer,
Voilà, ça crée une réaction. Si je les méprise, c'est une forme de mépris, c'est jamais... Non, je les vois comme faisant partie de la chose, mais tout de suite, ça crée une perspective et ça finit par même devenir beau comme un paysage contrasté qui peut, s'il est sauvage, me faire peur. Mais si je le vois avec un œil bienveillant, en fait, tout son aspect négatif qui pouvait me toucher, me faire du mal, disparaît, se dissout, sans que je cherche le faire disparaître. Ça, c'est ce qu'on appelle en Dzogchen l'état naturel. Okay. Et justement, la liberté naturelle de l'esprit. Sachant que natus, en latin, ça veut dire naître, c'est-à-dire à l'état naissant, avant qu'il soit saisi, avant qu'il soit étranglé, avant qu'il se soit étranglé lui-même. Revenir à une sorte d'innocence aussi. Et une forme d'innocence, oui, de non-nocence. La nocence, c'est effectivement c'est une forme d'innocence, c'est-à-dire non souillé, c'est ce que veut dire innocence. Non souillé par quoi? Je vous disais là aussi avant le podcast, non souillé par les commentaires que l'esprit fait. Ce que dans le sens commun, on appelle les états d'âme. Notre société est une société qui est pleine d'états d'âme. Les états d'âme, c'est tout le temps, je pense que je fais pas ce que je devrais faire, au nom de dogmes, justement, multiples et variés. Donc je m'en veux, donc je suis frustré, donc je vais peut-être me venger avec les autres. Une culpabilité. J'ai une culpabilité, j'ai des états d'âme tout le temps. On est dans une société qui est pleine d'états d'âme aujourd'hui. On est dans une doctrine humanitaire de la pitié, de tout, qu'il y a pitié, de la pitié, de la pitié. Comme dit mon collègue, le philosophe Alain Badiou, ça finit par devenir pitoyable. De s'apitoyer tout le temps. Et voilà, ça finit par devenir pitoyable. Alors que rester dans l'ouvert, c'est pas être dans la pitié, mais c'est être dans l'amour d'autrui de façon positive. Mais pour ça, il faut faire un pari transcendant, c'est-à-dire transcendant un peu héroïque par rapport à soi, puis un pari dans cette espèce d'érotisme que j'évoquais, avoir des forces, laisser agir en soi des forces positives, ne pas se fermer. Moi, ma technique pour ça, c'est Trekche. C'est ce que je veux dire. Ne pas briser la rigidité. Jamais briser la rigidité. Jamais, plutôt briser la rigidité, pardon. Briser la rigidité. Ne jamais laisser une situation se rigidifier. Quand on fait de la méditation ou quand on est avec tout le monde en permanence. Donc ça passe par un travail sur soi d'abord avant de pouvoir rencontrer l'autre. Oui, ça passe par un travail sur soi. Ne pas chercher ne pas chercher à apercevoir trop ses perceptions néanmoins. Vous savez qu'en français, on a deux mots. On a le mot percevoir et le mot apercevoir. Pourtant, on confond les deux. Mais apercevoir, ça veut dire que je perçois ce que je perçois. C'est ça, apercevoir. C'est-à-dire que j'aperçois. Bon. C'est être conscient. Mais en fait, il y a un phénomène qui consiste à confondre la simple conscience libre et ouverte avec le fait d'être obsédé par soi, c'est-à-dire obsédé en négatif aussi, se dire c'est horrible, je suis pas comme je devrais être, pas assez bien. Je suis pas joli, je suis pas beau, je suis pas assez intelligent, ou alors c'est le contraire, je suis super intelligent, je suis super supérieur aux autres, etc. Mais finalement, ça revient au même. Il n'y a pas de bien d'un côté, le mal de l'autre. Ça revient au même. Il faut laisser être. La grandeur, c'est de se laisser être grand. Ça a quelque chose de mesquin. De croire même être supérieur finalement. Parce que peut-être qu'on est plus encore que supérieur. Il n'y a pas à être supérieur. Il y a à être, c'est tout. Donc, rester ouvert. C'est ça la pratique. Ça m'a l'air plutôt pas mal comme programme. C'est pas évident tous les jours, mais... Est-ce que vous avez envie de rajouter autre chose sur cette notion d'esprit critique, esprit dogmatique? Non, j'ai pas envie de rajouter quelque chose. Je vais pas rajouter un commentaire. J'ai dit qu'il fallait pas... J'avoue, c'était un piège. Bravo. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Je suis très intéressée d'avoir vos avis en commentaire et s'il vous a semblé utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lui donner 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour que d'autres puissent la trouver facilement et en profiter également. Vous contribuez de cette manière, vous aussi, à l'activation de nos esprits critiques. Alors merci pour votre aide. N'oubliez pas de télécharger, si vous le souhaitez, les fiches récap en description de cet épisode. À bientôt! Critique et persiste, mais